Moi, je m'appelle Mick et je compte me présenter rapidement. Est-ce que tout le monde va bien à l'écran derrière moi? Il y a un gars qui s'appelle Alan, pardon. Il fait du rap. Et en fait, il m'a demandé il y a longtemps, mais toi, t'es né où? T'es qui? C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton taf? Je me dis, ok. En fait, je lui ai sorti ce que je vais vous montrer là, les slides qui apparaissent là, pour mieux me présenter de manière un peu plus stylée. Qui arrivera d'abord à me dire, comme j'expliquais à Alan, pardon, où se trouve cet endroit que j'affiche ici? Qui pourrait me dire dans quel pays se trouve cet endroit-là? Ouais. À Rome? Non. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, vous pouvez dire comme ça à haute voix, je vous écoute. C'est pas en Espagne, c'est pas en Espagne. Oui, c'est tout simplement en France en fait. Qui peut me dire c'est dans quelle région de France? Quel département? Est-ce que dans le sud, le nord? Les Hauts-de-France, le nord? Non. Oui, tout simplement en Île-de-France. Il y en a qui croient que c'est un truc de ouf et que c'est un musée ou quoi. C'est dans le 9-3, hein. C'est l'hôpital dans lequel je suis né. Tout simplement, c'est à Montfermeil. Il y en a qui connaissent la ville de Montfermeil. Je suis né là. Un jour, il y a une dame d'origine malgache qui a donné naissance à un petit garçon ici dans cet hôpital-là, à Montfermeil. Elle l'a appelé Mathieu. Mathieu est né. Un an après, cette dame, elle a déménagé. Elle a quitté Montfermeil. Qui peut me dire où se trouve cette belle destination? Mayotte, non. Guadeloupe, non. Madagascar, non. C'est pas Madagascar. C'est pas la Martinique. C'est pas Hawaï. C'est pas la Guadeloupe. Non, vous avez fait tous les dom-toms sauf un. C'est pas la Guyane. Les gars, les amis, non. Il y a Madagascar, il y a une île juste à côté. Bien, la Réunion, merci. L'île de la Réunion. Donc un an après, ils se sont installés dans l'île de la Réunion. Là, je vous ai choisi la meilleure photo de la Réunion possible, mais en vrai, on n'a pas du tout vécu dans cette zone-là. C'était dans un petit quartier très simple. Mais donc à un an, avec ma famille, on s'est installé à l'île de la Réunion. Et on sort les dossiers ou pas aujourd'hui? On est un peu ensemble ou quoi? Ok, regardez. Ça, c'est moi à 8 ans. Ah ouais, à l'ancienne. Dans ma main, j'ai un truc, je sais pas, vous avez peut-être jamais utilisé ce truc-là, ça s'appelle un Walkman, on écoutait de la musique sur des cassettes. J'ai choisi cette photo-là parce que quand j'ai vécu à La Réunion, mon père, il est professeur de musique, il est arrangeur jazz. Donc en fait, j'ai vécu dans un univers très musical, on écoutait toujours du jazz, de la musique classique, du gospel, du blues et tout ça. Moi, j'ai écouté ça et j'ai grandi comme ça. On a dit qu'on sort les dossiers, j'avance. Ça, c'est moi à 14 ans. Là, j'écoute autre chose que d'un Walkman. Là, c'est un Discman. Il y en a qui ont connu ça ou quoi? Peut-être les anciens, vite fait. Ok. Là, on écoutait de la musique comme ça, c'était sur un CD. Pourquoi je sors cette photo dossier? Parce que là, on est toujours à l'île de la Réunion. J'ai 14 ans. Et à cet âge-là, j'écris mon premier poème. En fait, j'étais amoureux de la poésie. Je me souviens très bien, c'était un 14 février. Tu connais? Ok. La Saint-Valentin. J'ai écrit parce que je kiffais une fille, j'ai écrit un poème. Je vous l'annonce tout de suite, ça n'a eu aucun effet escompté. Elle n'a pas du tout kiffé, c'est pas grave. Et je suis tombé quand même amoureux de la poésie, j'aimais trop ça. Mais quand tu as 14 ans et que tu dis à tes potes de 14 ans au lycée ou au collège, tu veux lire mon dernier poème? On s'en fiche, en fait, c'était un peu la honte. Et du coup, j'étais un peu frustré. Mais j'aimais beaucoup la poésie, mais c'était pas très populaire, c'était pas très cool. Mais Dieu merci, un an après, là, j'ai mis en avant encore une photo de moi à l'ancienne, j'ai 15 ans, et avec mon cousin qui s'appelle Joseph. Mais lui, il a eu une importance dans ma vie, parce que ce cousin-là, il m'a fait découvrir ce qu'on appelle le beatmaking. Vous connaissez le beatmaking? Ou la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est faire des prods. Mais là, on est à l'ancienne, il n'y avait pas encore les logiciels qu'on a maintenant. Il m'a dit, Mathieu, ton père, il est arrangeur jazz, oui? Ouais. Il a des CD à la maison de jazz. Si tu prends du jazz ou du gospel ou de la musique classique, tu mets en boucle, tu mets un beat dessus, tu lis tes poèmes là que personne veut lire, tu lis dessus en rythme. Là, tu fais écouter ça aux gens du collège, du lycée. Là, ils vont écouter. Là, ça va les intéresser. Ah ouais. Et du coup, j'ai testé. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire du beatmaking, donc à créer mes instrus avec un style très jazz, gospel. Je faisais du sampling. Là, ça vous parle, les samples et tout? Ok, bref, je vous expliquerai après comment je travaille sur les prods. Je vous fais une démo vite fait ou pas? Regarde, il y en a qui connaissent Edith Piaf, à l'ancienne. Elle est morte, hein. Enfin, c'est pas une chanteuse de maintenant. Il y a une chanson qu'elle a faite qui s'appelle Mon Dieu. Ça commence comme ça. Et Charles Dumont, Mon Dieu. Il y a ça au début de la musique. C'est trop stylé. Elle a même pas encore commencé à chanter.
Moi je kiffe les trucs comme ça, je me dis on peut faire une belle prod là-dessus. Ce que je fais généralement, c'est que j'accélère pour que ça soit pitché vers le haut. C'est la même chose mais là c'est accéléré. Ce que j'aime bien faire après, c'est de reprendre les accords pour un truc de moi quoi, et faire un style un peu orgue, comme si c'était à l'église. Comme ça mes parents ils seront contents parce qu'ils sont chrétiens. Et là je fais je reprends les mêmes accords, mais avec un style un peu plus sol. Et je chante comme si j'étais un chanteur, mais je ne suis pas. Après, je peux rajouter des instruments comme un tuba. Comme si c'était un orchestre, un truc comme ça. Là, ça commence à étoffer, ça commence à être intéressant. Souvent, j'aime rajouter... Là, qui connaissent, c'est quoi des subs? Sub, la basse. Des trucs un peu lourds. Je sais pas s'il y a un bon système de basse. Ah, ça va. Parce que mes potes, ils me disaient « Ouais, c'est nul, la poésie, il faut faire du rap. » Ah bon, d'accord. C'est pour ça que je commence à faire des prods. Mon cousin Joseph, il me disait « Fais des prods, ajoute de la basse. Ajoute aussi des rides. » C'est quoi? C'est ajoute des tomes. Hey, je suis tout seul à m'ambiancer, c'est pas grave. Hey. Après, il m'a dit « C'est bien quand il y a une petite top line, un thème, un truc qui va rester dans la tête. » Parce que là, Edith Piaf, on connaît pas trop, il faut un truc qui reste dans la tête. Donc j'ai fait un truc genre... Et tout ça, ça fait ma petite tambouille, c'est ça, c'est créer une instru. Mais moi, à la base, rappelez-vous, mon rêve, à 14 ans, j'aimais la poésie, mon rêve, c'était de devenir poète. À 14 ans, quand j'avais cette tête-là, je me suis dit, enfin oui, c'est la même qu'il a. Mon rêve, c'était de devenir poète. Et c'est la honte quand tu dis que je vais être poète à 14 ans, visiblement. Et du coup, je faisais mes prods comme ça. Il y en a qui se souviennent à l'école quand on apprenait en français, peut-être qu'il y en a qui l'apprennent en ce moment-là, les figures de style. C'est relou, hein. Moi, j'aimais trop ça, j'aimais trop. Et on m'a parlé de la personnification. C'est une des figures. Vous vous rappelez ou quoi, la figure? Tu te souviens? C'est comme si c'était la chaise qui se mettait à parler, ou un chien, tu dis ah, le chien m'a parlé, m'a dit, ou les étoiles me parlent de toi. Bah, les étoiles, elles parlent pas, oui, mais on personnifie. Et une fois, moi, j'ai dit, ah, c'est trop bien la personnification et tout. Et tout le monde s'en fout de ça. Alors, je me suis dit, attends, moi, j'ai envie de parler un moment de Dieu et tout, comment faire? Et là, j'utilise la personnification. Je me suis dit, bah attends, imagine mes lunettes, si elles pouvaient parler. Si elles étaient vivantes, qu'est-ce qu'elles diraient? Et là, j'avais écrit un texte, j'avais fait sur l'instru que je vous avais fait écouter. Tac. Donc là, c'est plus moi qui parle, c'est mes lunettes qui parlent. En tant que chrétien, qu'est-ce que mes lunettes, à moi, elles me diraient? Elles diraient ça. Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires. Pour les chaussettes, il reprend la paire, enfilée l'autre soir. Et pour ma part, fidèle au poste bien positionné, à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre en verre, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. Et s'il n'y a qu'une paire d'yeux, il y a des millions de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible, il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et la guicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardent et que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Hey. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Merci. On a dit qu'on était ensemble ou pas? Je vous fais vite fait le deuxième couplet, comme ça c'est fait? Allez, depuis ma... C'est ça le Bluetooth. Depuis ma sortie de l'étui, au quotidien j'étudie tout. L'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films. J'effleure ses larmes, mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais, c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle, mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style? Repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Hey, hey. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés?
Non, rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Merci. Bon allez, ça c'était pour vous dire... Merci, c'est gentil d'applaudir. Ça c'était pour vous parler. Ouais, ça... Et même ça marche pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Attends, c'est trop facile sinon. Ça c'est le beatmaking, quand je me suis mis à créer mes prods du coup à partir de l'âge de 14 ans. Mais quand tu fais du rap, du coup là je me suis dit ça y est, je vais rapper. C'est bon, je vais être rappeur. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté et qui se souviennent quel était mon prénom? Je m'appelle... Non. Je m'appelle... Ça viendra plus tard, je m'appelle Mathieu. Je l'ai dit au départ. Ma mère m'a appelé Mathieu, je m'appelle Mathieu, avec 2 T, très biblique et tout. Mais quand tu commences à rapper à 15 ans, tu dis moi je suis MC Mathieu. Il me fallait un nom de scène. J'ai ouvert un dictionnaire français-anglais, j'avais 15 ans, au hasard, et je suis tombé sur ce mot-là, qui est affiché là. M-E-E-K. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire ça en anglais? 50 € à celui qui arrive à trouver direct là. Ah, il y en a qui se réveillent. Oh, il y en a qui vont sur Google. Non, non, Vic. En vrai, c'est un mot anglais qui veut dire ça. Humble, doux, docile. Ah, c'est marrant, ça fait 2 couleurs. Bon, si vous voulez voir en une seule couleur, c'est là-bas. Mais du coup, humble, doux, docile. En fait, c'est un mot dans la Bible. C'est un adjectif. Il y a un mot dans la Bible, il y a un verset où il dit « Bénis soient les humbles de cœur ». Il y a d'autres versions à l'ancienne qui disent « Bénis soient les débonnaires ». Humble de cœur, débonnaire, c'est-à-dire humble. Et moi, je trouvais que le mot était trop stylé. Mick, j'aime bien comment ça s'écrit. Il y a un K, il y a 2 E. C'était devenu mon nom de scène. Et après, donc je me suis dit, vas-y, je m'appellerai Mick le rappeur. Et j'ai mis ça sur un site. À l'époque, il n'y avait pas TikTok et tout. Est-ce qu'il y a des anciens qui connaissaient ce site-là? Il s'appelait MySpace. Là, vous ne l'utilisez plus. Moi, avant, quand vous voulez mettre... Il y en a qui connaissent SoundCloud? On peut mettre des sons sur SoundCloud ou sur TikTok ou sur Insta, etc. pour se faire connaître. Mais là, on est en 2006 ou un truc comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Donc, j'avais un site qui s'appelait MySpace. Je mettais dessus. Les gens pouvaient écouter mes prods et mes chansons. Un jour, j'ai reçu un DM, un gars qui m'a écrit sur MySpace. Il m'a dit « Mick, eh ben Mick, c'est moi. » Quoi? J'ai déjà déposé ce nom. Il a écrit un long mail. J'ai un long message en DM. J'ai déjà déposé ce nom en 1994. Vous allez tout de suite arrêter d'utiliser ce nom de scène. Mick, c'est moi. J'ai déjà convoqué mon avocat. Le gars était sérieux. Il m'a fait un petit coup de pression, justice et tout. Vous le connaissez, ce Mick, ou pas? On est d'accord, les gars. Bref. Et du coup, il a dit arrête tout de suite d'écrire ça. Du coup, j'avais peur. J'ai eu un coup de pression. Donc, j'ai dû changer une lettre. Mais pour garder la sonorité Mick, ça s'écrit maintenant M-E-A-K. Ça ne veut plus rien dire, littéralement. Voilà. Donc, au moins, vous savez pourquoi je m'appelle Mick. C'est mon nom de scène. Ça vient du mot Mick, M-E-E-K. J'avance. Vous avez réussi tout à l'heure, avec un peu de mal quand même, à trouver Montfermeil et La Réunion. Ça, c'est normalement, vous devrez trouver. Dans quelle ville est ça? Franchement, de tous les groupes de jeunes que j'ai fait dans toute la francophonie, vous devriez être celui qui arrive à trouver plus facilement. Ceux qui savent, ils disent... Enfin, à qui j'ai dit, normalement... Vous ne dites pas. Ouais, tu penses que c'est où? C'est pas Argenteuil. Possiblement. C'est dans la région parisienne, mais c'est pas à Paris. C'est pas Sannois. C'est vraiment pas loin d'Argenteuil. Et là, c'est au-dessus de la gare, là. Non, c'est la place devant la gare, là. Oui, c'est à Sartrouville. En fait, mais oui. Du coup, là, on est à la période où, en fait, il y en a qui se demandent est-ce que je suis allé à l'école et tout. Oui, je suis allé à l'école entre-temps. Donc, 15 ans, tac, j'ai eu mon bac, 16 ans. Et là, mes parents, ils retrouvent du taf de nouveau en métropole. Donc, on a quitté La Réunion, donc 16 ans et demi, si vous continuez à suivre l'histoire. Et ils se sont installés à Sartrouville. Donc, on habite là. Mais moi, je continue à écrire des textes, à mettre des sons sur MySpace. Et même, on a dit qu'on sort les dossiers. Ça, c'est moi à 19 ans, je crois, un truc comme ça, avec un vieux style. Je commençais maintenant à vouloir partager mes textes sur scène, un peu comme ce que j'ai fait avec vous là. Je mets une instru et je commence à faire des concerts dans des églises et tout avec des musiciens, des chanteurs et des chanteuses. Mais à côté de ça, je suis allé à l'école. C'est important d'aller à l'école. J'ai eu une licence en langue et un master en marketing. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette boîte là? Ça vous parle? Venteprivée.com, vous avez déjà vu? Ça dit. Bah, j'ai bossé là. Donc en fait, rappelez-vous, mon rêve plus jeune, c'était de devenir poète. Et là, je finis là. Du coup, j'étais un peu déçu, mais bon, c'est difficile d'être poète. Donc finalement, j'ai été responsable de vente pour le Royaume-Uni, un truc qui n'a rien à voir, mais je bossais pour venteprivée.com. Donc voilà, tous les jours comme ça, de 9h à 18h, je taffe. Mais tous les soirs,
je continuais quand même à écrire des chansons, à faire des prods, faire des instrus et tout ça. Et les week-ends, je faisais des concerts. Comme je vous disais, je commençais à partager mes compositions sur scène, comme je le fais là avec vous. Et là, je voulais mettre à l'honneur, là peut-être vous voyez pas bien, là où vous allez mieux le voir, je voulais mettre à l'honneur quand même ce gars-là. Ce gars-là, il s'est marié avec ma petite sœur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il s'appelle Michael, il est super bon, il est guitariste et je l'aime beaucoup. Et en fait, pendant longtemps, il m'a accompagné sur scène. On faisait des concerts, là c'est comme si là je suis tout seul, mais c'est comme si là il est juste à côté, il joue de la guitare et moi, je faisais mes textes, un peu poésie, rap et tout, et ça se passait bien. Tellement que je faisais des sons à côté de ventes privées, que le soir et les week-ends, que j'en ai fait des albums. Donc 2012, je sors un album qui s'appelle Relecture. 2014, je sors un autre album qui s'appelle Pluma Scandale. Ma femme, elle a tenu quand même à ce que je mette la slide suivante, parce qu'on avance dans le temps, mais je me suis marié en 2015. Alors, merci. Elle m'a dit, elle veut rester assez anonyme quand même, parce que sur les réseaux sociaux, ça part toujours vite. Donc elle a dit, trouve une photo qui montre que j'existe, mais on voit pas trop bien ma tête. Donc voilà, celle-là, elle marche bien, celle-là. Donc voilà, je me suis marié en 2015. On avance, ça m'a pas empêché de continuer à faire de la musique. Je sors un 3e album en 2016. Et là, je fais des albums, je fais des trucs, je fais des concerts. Et après, je commence à faire trop de concerts. Là, j'en ai mis quelques-uns comme ça. Je fais dans toute la francophonie, d'abord la France, c'est-à-dire toutes les régions de France que vous avez mentionnées, sud, nord, est, ouest, puis la Belgique, la Suisse. Donc ça se passe plutôt bien. Et tous les week-ends, je commence à faire je dois aller voyager pour faire de la musique. Donc je suis content, je suis honoré parce que ma musique, ma petite poésie commence à plaire. Et qui arrivera à deviner où se trouve ce festival? Il y a quelques indications dans le titre. Oui, Martinique, Guadeloupe précisément. Mais en fait, cet événement-là, en 2017, j'avais envie de vous en parler parce qu'imaginez, faites de petites rap vos petits textes à la maison, vous les mettez sur Internet, les gens commencent à dire « Ah, viens faire un concert chez nous à Argenteuil, viens à Saint-Denis, viens à Marseille. Ah. » Et un jour, c'était « Bonjour Mick, vous voulez faire une tournée aux Antilles ?» Moi, mes petits textes là que j'écris. Ouais, mais du coup, c'est cher pour les Antilles. Ah non, mais on vous paye le billet et l'hôtel. Et là, je commence à gratter. C'est cher, mon gars, mais moi, je suis avec mon beau-frère, Mickaël, il est à la guitare. On paye pour tous les deux. Ouais, mais je suis marié et je peux pas partir sans ma femme. Ben, on partait à 3. Mais Mickaël, il est marié avec ma sœur et en vrai, elle chante des fois. Ben, vous partez à 4. Il y aura combien de personnes dans le public? Et là, il m'a dit qu'il y avait des milliers de personnes. Ah ouais, bah une guitare, ça suffit pas. Il me faut un beatmaker, un DJ derrière. J'ai un pote, il s'appelle Nitou, il est beatmaker. Il peut venir aussi. Il gratte, quoi. Vous voyagez à 5. Mais Nitou, le beatmaker, il est marié aussi. Hein. Bah, venez à 6. Je dis, mais c'est chaud. Je dis, mais à ce point-là, vous aimez mes compos? Et ça m'a surpris. Moi, j'avais un taf à côté et tout. J'écris des chansons. Et là, oui, c'est une tournée familiale. Il y aura des jeunes, il y aura des moins jeunes. Et du coup, on est allé à 6. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc là, vous voyez juste la photo, juste le fameux Nitou, ma sœur, Mickaël. Mais il y a d'autres, nos femmes, elles étaient là aussi. Et c'est à ce moment-là, fin 2017, à partir de ce moment, je me suis dit, attends, en fait, c'est quand même viable. Donc l'année d'après, début 2018, j'ai quitté venteprivée.com et je me suis lancé donc à plein temps en tant qu'artiste. Donc depuis fin 2017, depuis 2018, je vis de Mick, M-E-A-K, de cette activité musicale. J'en ai profité pour sortir plein d'autres albums, dont un qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Break. J'en ai parlé, je crois, à Echo. Et aujourd'hui, s'il y en a qui se posent la question, j'ai bientôt fini avec ma petite présentation, je vis de tout ça. Parce que le gars qui s'appelle Alan, dont je vous ai parlé, c'est à lui que je présentais tout ça. Il m'a dit, ouais, mais c'est quoi en fait ton travail? Tu fais que des concerts? Je lui ai dit, bah non, je fais un peu tout ça. Oui, je fais des concerts dans les festivals, même chez des gens, ou dans des églises, dans les milieux chrétiens, mais aussi dans des bars, dans des cafés, partout. Mais je vis aussi de ma discographie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui streament. Allez, streamer Break, s'il vous plaît, ça me permet de manger. Non, je rigole. Sinon, je rigole pas trop. Alors, du coup, voilà, je continue à vendre des CD. Il y a des gens qui achètent encore des CD, mais il n'y en a plus beaucoup. Voilà, c'est tout ce qui est mixtape, les podcasts et tout, ça me permet un peu de vivre. Je donne des cours, des ateliers comme un peu maintenant ici, mais je les donne aussi dans les collèges, les lycées, qu'ils soient publics ou privés. J'en ai parlé tout à l'heure à Guillaume. Je donne des cours aussi à l'Institut biblique de Nogent. Donc, c'est des cours d'écriture artistique et théologique. Là, je parle vraiment un peu de la foi et tout. À l'université aussi, en faculté de musicologie. Je donne le cours que je donne ici, mais qui dure 4 heures. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire ça. Donc ça me permet de vivre aussi. J'accompagne des artistes dans leur direction artistique.
Et j'écris aussi. Ça, compo, j'écris pour des artistes. Donc là, il y a des artistes que vous écoutez. J'écris pas pour Aya Nakamura ou pour Angèle, mais j'écris pour d'autres artistes francophones, pas forcément croyants. Il y a des croyants qui font appel à mes services de parolier, c'est-à-dire ils font des yaourts comme ça. Ils font on ne sait pas quoi dire. Vas-y, Mick, tu peux écrire un truc. Et c'est ça mon travail de parolier. Donc il y a des artistes, donc croyants comme non croyants, qui font appel à ces services-là. Des entreprises. Donc des fois, si vous regardez à la télé des pubs et vous voyez que ça rime, bah, c'est possible que ce soit moi qui l'écris, ou d'autres paroliers, hein, bien sûr, il n'y a pas que moi. Mais c'est aussi ce qui m'aide à vivre, c'est d'écrire vraiment des trucs qui riment, parce que c'est devenu mon travail. Et des particuliers aussi. Il y a des gens maintenant qui disent, imagine toi, tu vas te marier, et tu dis, ah, j'ai envie d'écrire un texte pour ma future femme qui va raconter sa vie et tout. Et je passe commande et j'écris pour des particuliers. Donc c'est ça mon travail. Et là, j'explique ça à Alan. Il fait, ah, c'est cool, ça a l'air bien. Et c'est quoi alors, comment ça se passe depuis 2017? C'est quoi les trophées? Comment ça, les trophées? Mais les grands accomplissements, c'est quoi les... Comment ça se passe? Est-ce que ça marche? Et là, je lui sors des petits trophées, même si j'appelle pas vraiment ça trophée. J'ai été élu personnalité de l'année 2023. Est-ce que ça... J'étais très honoré. Je me dis, bah ça, j'étais content. Merci Seigneur. Personnalité de l'année, pas par Paris Match. Hein, ça reste quand même christianisme aujourd'hui. Hein. Mais j'étais content. France Culture, avec ma grosse tête, la punaise, ça m'a fait flipper. France Culture, c'est une radio, mais il m'invite, je suis très honoré. France 2, il y en a qui connaissent France 2. Ils avaient fait un petit reportage aussi à la maison. Je suis très, très honoré. Il y en a qui étaient à cet événement, je crois, la semaine dernière. Echo, merci au Zénith de Berne. Ça fait partie des accomplissements. Merci Seigneur. Il y en a qui reconnaissent le gars qui est à côté de moi, là. Ouais, Olivier Giroud m'avait invité à Londres pour un événement, un gala de charité, présenter mes textes, parce que des fois je parle de la foi, parce qu'il est chrétien, avec l'image de foot, donc il m'avait invité, j'étais content. J'explique ça à Alan et je lui dis, oui, ça c'est des trophées, oui, mais pour moi, je suis reconnaissant, mais c'est pas le trophée ultime. C'est quoi le trophée ultime? Là, je lui raconte une anecdote, je lui dis, un jour j'ai fait un concert en Belgique, je m'en souviens, il y avait des jeunes, un peu comme ici, peut-être 12 à 18 ans, tous là, ça se passe bien. Et à un moment, je pose la question, je l'ai fait aussi à Echo, mais je n'ai pas posé la question. Qui, au moins une fois, cette année, a déjà pris le bus, est déjà monté dans un bus? Allez, lève la main. Ok. Qui, au moins une fois dans sa vie, a déjà pris un bus? Ok. Tout le monde lève la main en vrai. J'ai une autre question. Soyez super honnêtes, même ceux qui encadrent. Hein. Qui, au moins une fois dans sa vie, a déjà fraudé? C'est-à-dire monter dans le bus sans ticket ou avec un ticket qui n'est pas valable. Allez, on lève la main. Ah bon, Guillaume? Ah bon, le pasteur? C'est comme ça? Mais oui, au moins, il est honnête, ça a déjà arrivé. J'ai dit au moins une fois. Voilà. Il y en a qui ne levaient pas au début, mais voilà. J'ai pas dit tous les jours quand même. Hein, ok, vous pouvez baisser. Vous inquiétez pas, à chaque fois que je fais un concert, je demande ça, il y a plein de gens qui lèvent la main, le pasteur, tout le monde lève la main, au moins une fois dans sa vie, c'est déjà arrivé. Après, j'explique aux gens dans le public, et c'est ce que j'ai fait en Belgique, devant les jeunes de 12 à 18 ans, je fais de toute façon, chrétien ou pas chrétien, en vrai, musulman, athée, juif, comme tu veux, on l'a tous déjà faite, cette prière dans le bus qui dit « Seigneur, fais que les contrôleurs puissent pas venir cette fois-ci. » Tu connais, on fait ça. Et du coup, j'explique ça. Il dit « Ah oui, c'est vrai. » Je dis « Mais en fait, il y en a plein qui comprennent pas trop la Bible et tout, c'est compliqué, il y a des mots compliqués. Si je te demande, vas-y, résume-moi la Bible en 2 mots, c'est quoi l'histoire de le truc qu'il faut retenir? Il y en a plein qui comprennent pas trop. Je dis « Mais en fait, c'est exactement comme dans un bus. » Et oui, comme à Echo, j'avais fait ce morceau-là. Vas-y, je le fais vite fait. C'est le truc où il fallait dire comme un bus, la vie est comme un bus. Et il disait bus avec le S. Comme un bus. La vie est comme un... Je vous entends pas. Comme un... La vie est comme un... Et voilà, je fais ça, le public il commence à se chauffer et tout. Et j'explique. La Bible, c'est ça. Après, j'explique. La vie est comme un bus, et Dieu en est le chauffeur, des millénaires qui l'avancent, 7 milliards d'hommes à l'intérieur. On se bouscule, on se tape, on veut jouer les supérieurs, mais trop peu se soucient de quand viendront les contrôleurs. Parce que je suis venu en clandestin sur cette terre, comme tout le monde, sans ticket qui assurerait mes arrières. Selon la loi, risque la mort et la sanction. Alors je me dis que tout le monde a besoin d'un précieux coupon. Je me suis rendu auprès de Dieu pour lui demander comment ça se passe. Je lui ai dit que les contrôleurs clocheraient devant ma classe. Il m'a répondu, l'enfer ta France n'était pas parfait. Et crois-moi, malgré tes intentions, t'as trop péché. Résultat, les contrôleurs veulent tous nous ruiner. C'est le chaos dans le bus, les gens sont tous désespérés. Mais le chauffeur prend la parole, bonne nouvelle les amis. Et les tickets pour tous, venez à moi, ils sont gratuits. Comment la vie est comme un Comment oui, la vie est comme un Ouais, bon là, on va continuer.
continue. Après, je fais ça, le refrain il est long. Après, il y a quand même un deuxième couplet. J'explique encore, hein. J'explique que malheureusement, peu le croient et beaucoup se rebellent. Pourtant, c'est l'évangile, le salut, la bonne nouvelle. Le ticket gratuit porte le nom de Jésus-Christ. Avec lui, devant la mort et devant les contrôleurs, il n'y a plus de soucis. Ce ticket efface tout notre côté illégal. Il nous sauve et nous délivre des forces du mal. Alors je pousse un cri aux passagers sans espoir. Tant qu'il est encore temps, présentez-vous au comptoir. Reconnaissez juste que rien ne pourrait vous justifier, ni votre sourire, ni votre carte d'identité. Dites au Seigneur, oui, j'ai besoin de ton ticket, car par lui, de cette inquiétude, je serai sauvé. Et quand mon tour viendra, je serai serein. Les contrôleurs viendront, mais moi j'aurai dans la main ce coupon, Jésus-Christ, qui me rend juste, même si je mérite rien. Alors mon ami, vite, viens t'en procurer un. Comment? Ouais, la vie est comment? Etc. Comment? Mais je connais mon terminus. Merci.